Alors à la une, Joe Biden qui ne sera donc pas candidat à sa propre réélection, un coup de théâtre, intervenu donc hier un petit peu avant 20h avec un communiqué qu'il publie sur son compte Twitter. Mais venez donc Éric de Couty, alors qu'il avait réaffirmé à plusieurs reprises ces derniers jours vouloir poursuivre sa campagne et être sûr de sa victoire, ce malgré la pression au sein même du camp démocrate. Regardez ce qu'il dit en quelques mots: je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président, et ce jusqu'à la fin de mon mandat. Évidemment, c'est à la une de la presse américaine ce matin. Regardez quelques articles, ce jeu de mots du New York Post notamment, qui dit It's Jover, donc c'est terminé pour Joe, ou encore NBC News, Biden soutient Harris pour la présidence, ou le Washington Post, Biden se met à l'écart. Et puis évidemment cette comparaison entre les deux unes du Time à un mois d'intervalle. À droite, c'était le lendemain du débat raté face à Donald Trump, et puis à gauche, c'est donc hier, avec cette photo et Kamala Harris qui arrive donc. Est-ce que Kamala Harris est la candidate naturelle? Eh bien en tout cas, Joe Biden a assuré la soutenir. Grégory Phillips, c'est celle qui s'impose. Oui, elle est vice-présidente, c'est la candidate logique. Maintenant, il va falloir qu'elle soit investie par le Parti démocrate, et c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va voir si le parti essaie de l'investir avant la convention qui est annoncée pour le... C'est possible. Il y a déjà quelques États qui disent nos délégués, ça y est, offrent leur voix à Kamala, je crois, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Tennessee. Ou alors on attend la convention du 19 août à Chicago, et là les 3900 délégués venus de tout le pays votent pour leur candidat ou leur candidate. Donc c'est toute la stratégie du Parti démocrate. Est-ce qu'on essaie d'accélérer les choses pour que Kamala Harris soit vraiment en campagne très rapidement et désignée officiellement comme la candidate, ou est-ce qu'on attend fin août au risque de voir émerger des candidatures alternatives? Il y a une stratégie qui est vraiment... J'aimerais pas être dans le camp démocrate, là, parce que la décision politique est lourde à prendre. Et on dit souvent qu'aux États-Unis, on vote aussi pour une histoire. Donc, est-ce que la stratégie démocrate, dans le camp démocrate, n'est pas de pousser un candidat le plus vite possible pour que les futurs électeurs puissent s'identifier? Alors, une histoire, elle l'a déjà, Kamala Harris, issue de l'immigration, sa mère indienne, son père d'origine jamaïcaine. Mais il faut aussi qu'elle se fasse connaître. Oui. Elle est vice-présidente, elle est connue. Elle est vice-présidente. Elle est quand même assez connue au plan national, notamment comme sénatrice de Californie, où on l'a vu notamment lors des commissions de nomination sur les juges à la Cour suprême, où elle était très punchy, pardonnez-moi pour mon franglais, mais... Dynamique. Donc c'est quand même une habituée des plateaux télé, des prime time. Elle est assez connue, et son histoire, c'est aussi celle d'une ex-procureure de Californie, face, si c'est elle qui est désignée, face à un félon condamné qui est Donald Trump. Là, pour le coup, l'histoire est assez savoureuse. Alors, le Parti démocrate en dit bien qu'il va entretenir un processus transparent, discipliné, pour aller de l'avant et choisir un candidat qui peut battre Donald Trump en novembre. Alors, mis à part Kamala Harris, regardons d'autres candidats potentiels, bien que, et vous allez nous le préciser, Grégory Phillips, mais aussi ces dernières heures, certains de ces candidats sur cette galaxie ont annoncé soutenir Kamala Harris. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas se présenter pour prendre la suite de Joe Biden. Pour être colistier. Voilà, et oui, pour être sur le ticket. On va y venir à ce ticket, parce que j'ai toujours pas eu ma réponse. Quel ticket pourrait battre Trump et J.D. Vance? Petite analyse peut-être avec vous, Grégory Phillips. Hillary Clinton, on efface, je pense. Ouais, ça paraît peu probable. Voilà, elle aimerait bien? Non. Elle a soutenu, de toute façon, elle a soutenu Kamala Harris. Après la défaite de 2016, ça semble vraiment très improbable. Et elle a apporté son soutien, voilà, c'est fait, on l'efface. Allez hop. Gretchen Whitmer, candidate étoile montante du Parti démocrate, gouverneure du Michigan. Elle a aussi soutenu Kamala Harris, donc a priori pas pour se présenter contre elle, mais peut-être pour aspirer à un poste de colistière. Sauf qu'on dit qu'en gros, Whitmer, elle vise 2028. Donc un peu tôt, on efface. Alors remettons la galaxie. Pardonnez-moi. Oui, très réactif en régie. Gavin Newsom, charismatique gouverneur de Californie, pareil, il a apporté son soutien. Lui, peut-être, se verrait bien colistier, éventuel vice-président. Et puis, dans cette galaxie démocrate... Il y en a un qu'on a connu, pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes des États-Unis, qu'on a appris à connaître il y a quelques jours lors de la tentative d'assassinat contre Donald Trump en Pennsylvanie, c'est le gouverneur de Pennsylvanie. Voilà, qui a pris la parole très tôt sur les lieux de la tentative d'assassinat. Très bon candidat, jeune, je crois qu'il a à peine 50. Là, ça fera un sacré ticket. Centriste,
avec néanmoins, vis-à-vis de l'aile gauche du Parti démocrate, des positions pro-israéliennes assez affirmées. Et on sait que le débat, le Parti démocrate a été traversé par des débats assez importants sur la situation à Gaza, avec notamment les manifestations sur les campus américains. Donc ce serait un choix intelligent, mais un peu risqué, je dirais. Et ben on a fait le tour. Alors Pritzker, on a dit ? Non, lui c'est les gros sous. Il va financer... Pardon. Pritzker ? Oui, Pritzker, pardonnez-moi, j'ai pas vu s'il avait communiqué depuis les événements de ces dernières heures, je ne crois pas. En tout cas, il a beaucoup de sous pour financer. Mais lui c'est le porte-monnaie. Voilà. Vous vouliez réagir, Eric ? Certains, vous parlez de Whitner, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se présenter maintenant dans des conditions extrêmement fragiles, finalement de se griller dans la perspective de 2028 ? Oui, honnêtement, celui ou celle qui ira contre la candidature de Kamala Harris, qui est effectivement la candidate naturelle, logique, prendra quand même un gros risque politique. Et c'est ce que disait Obama dans son communiqué. Le Parti démocrate entre dans une période délicate si jamais, effectivement, il y a d'autres candidats qui se présentent face à Harris. Bon, on analyse, on décrypte, mais qu'en pensent les Américains sur place ? Écoutons-les. Je crois que c'est une bonne décision. Je crois que Biden n'avait aucune chance contre Trump. Trop de personnes étaient inquiètes par rapport à son âge, moi inclus. Très heureuse. Regardez ce que Biden a fait à notre monde. Je pense que Donald Trump aurait dû être de retour il y a longtemps déjà. Cela me rend vraiment heureuse qu'il soit hors course. Il y a certaines choses qu'il peut toujours faire, mais il ne peut plus faire campagne. Donc je suis attristé. C'est un vrai patriote pour s'être retiré. Et bonjour Jean-Éric Brana, notre invité à 8h20. Vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Vous nous disiez, il manque quelqu'un là sur la galaxie. Qui est-ce qui manque ? Il manque Pete Buttigieg, qui est le ministre des il a réagi d'ailleurs. Qui est également du Midwest, puisque ça sera très certainement quelqu'un du Midwest qui sera vice-président, puisque c'est la faiblesse de Kamala Harris qui doit aller chercher maintenant... Et c'est le cas côté républicain d'ailleurs. Pardon ? Pour le colistier côté républicain. Eh oui, il faut faire concurrence effectivement à Vance qui avec... Hillbilly Elegy nous a montré qu'il était largement... On ne se moque pas de Nivine Potros. Mais elle a lu le bouquin et elle adore, c'est pour ça que je la regarde. Et sur Buttigieg, vraiment en 2 secondes, une particularité, il parle très bien français. J'avais couvert sa campagne des primaires démocrates en 2020 et quand la presse française s'approchait de lui, il avait toujours plaisir à échanger avec nous et il nous disait vous voilà pour mon cours de français. Si ce n'était que le français, il parle 8 ou 9 langues. Oui, vraiment très brillant. Très jeune et très brillant. 42 ans. Alors revenons quand même à la genèse de tout cela. Est-ce que vous qui connaissez parfaitement les États-Unis, Jean-Éric Brana, qui regardez ça de très près depuis des années, lorsque Joe Biden a annoncé se retirer de la course à la Maison-Blanche hier soir, est-ce que vous avez été surpris ? Totalement. Totalement. Franchement, le choc. Mais oui, mais écoutez, déjà le moment, 14h aux États-Unis, quand même. on s'y attend pas. Il n'y a jamais d'annonce à 14h un dimanche. C'était quelque chose qui surprenait parce que, et Dieu sait si j'ai dit pendant des mois et des mois que Kamala Harris devait être la candidate et qu'elle serait extraordinaire dans ce rôle, mais là on était tellement près de la convention que franchement on se disait, sachant que Joe Biden est quelqu'un d'un peu entêté, qu'il avait décidé d'y aller en pensant que, comme il le répétait lui-même, que lui seul pouvait battre Donald Trump. Il disait encore samedi avant. Absolument. Qu'il était le seul à pouvoir y aller contre. Et samedi, il disait, mais lundi, vous me retrouvez dans la campagne. Donc, et puis le médecin avait publié un communiqué en disant que les symptômes du Covid-19 s'amélioraient. Il disait, c'est bon, moi je reprends la campagne la semaine prochaine. Je ne vais pas rester dans ma maison du Delaware sans 7 ans. Je ne vais pas vous mentir, la surprise a été extrêmement forte. Et puis, quand on a passé ce moment de surprise, elle est logique. Et en même temps, souvenons-nous que Joe Biden est quelqu'un qui a toujours joué collectif toute sa vie, depuis tout petit. Il a fait des sports collectifs, il a toujours privilégié le groupe, il le dit, à l'université. La première fois qu'il a perdu une élection, c'est parce que quelqu'un s'était présenté en représentant une association d'élèves. Et il a dit, moi je comprends désormais, il faut être tout le temps dans un groupe et jouer le groupe. Il a fait cela au Sénat en tant que sénateur, il a été travaillé avec le camp d'en face, ce que lui reprochait
Kamala Harris pendant la dernière campagne d'ailleurs, et puis là encore il le fait. C'est la grandeur de Joe Biden, c'est ce qu'on va retenir de lui, qu'il fait passer l'intérêt général avant son propre intérêt. C'est pas facile à faire quand on est en politique, croyez-moi, on en connaît tous, et on sait qu'ils ont du mal quand même à un moment de passer le flambeau. On sent presque une émotion quand vous parlez de ce retrait de Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. C'est vrai qu'après ces dernières semaines de campagne qui ont été assez terribles humainement, enfin on en parlait tout à l'heure, le débat contre Donald Trump était triste à regarder, qu'on soit républicain ou qu'on soit démocrate. On mesure aussi à quel point la politique, peut-être encore plus américaine, est un monde sans pitié. Oui, l'émotion, si vous parlez de moi j'en ai. Oui, si vous parlez de vous. J'ai été biographe de Joe Biden. Ouais. Je me souviens avoir écrit sur Joe Biden et avoir eu des larmes à un moment en travaillant les documents sur ce qu'il a vécu, particulièrement quand il était dans la chambre de ses 2 enfants après la mort de Neyla et de sa fille. C'était quelque chose d'extrêmement compliqué quand les témoins, puisque tout ça a été documenté, racontaient à quel point il hurlait dans la chambre en disant tout ça est anormal, ce Dieu n'existe pas, sachant que lui est un chrétien convaincu, et qui remettait en cause tous ses fondements même, et qui ensuite a reconstruit sa carrière, là encore pour le bien commun, parce qu'on lui a demandé au nom de l'intérêt général d'aller quand même siéger au Sénat, et qu'il y est allé en disant je n'y crois plus une seconde, j'y vais le temps que vous me remplaciez, et puis finalement le temps efface bien des douleurs, ou en tout cas les atténue et les met au second plan. Et il est reparti, il a avancé et il a terminé comme il l'avait promis d'ailleurs à son fils sur son lit de mort. Il a terminé président. Il avait promis aussi à sa femme qui décédait, le jour où ils se sont rencontrés, il lui a dit un jour je serai président des États-Unis. Mais du coup, à votre avis, Jean-Éric, qu'est-ce qu'il fait prendre sa décision dans les dernières heures? Enfin, quel est le facteur qui fait que Biden se dit ok, j'arrête? Je crois qu'il sort du déni. Alors la réflexion a dû être très très forte. Il a dit que seul le Dieu Tout-Puissant le ferait changer d'idée et les problèmes de santé. J'espère que ce n'est pas des problèmes de santé, puisque pour l'instant on ne sait pas quelles sont les raisons. Je pense que c'est davantage dans la prière et la réflexion, puisqu'il a été à la messe le matin, puis ensuite on le sait, et vous avez parlé certainement, la presse américaine le raconte, c'est avec sa famille, comme d'habitude, qu'il prend la décision. Je crois quand même qu'à un moment, il sort du déni et il se dit si tout le monde est contre moi, et sachant que cette tempête médiatique n'allait pas s'arrêter, qu'elle allait se poursuivre jusqu'à novembre, il savait que de toute façon Donald Trump était parti sur un boulevard. Trump en était conscient aussi, il le disait, et dans son meeting du Michigan, il a dit je vais vous donner la plus grosse victoire qu'on ait jamais eue. Effectivement, c'était désormais le danger, et Joe Biden l'a compris. Il se serait peut-être entêté par ailleurs si les grands donateurs n'avaient pas dit aussi on suspend le financement. Ça, je pense que ça a été un facteur de pression très très lourd de la part de l'entourage. Eh bien, écoutez, sur juin, il a même fait moins que Donald Trump en collecte de fonds, ce qui est un très mauvais signe, puisqu'un président sortant, généralement, récolte beaucoup d'argent. Tout cela, effectivement, l'amenait à la banqueroute. Il allait avoir un problème de trésorerie. Bien sûr que ça a pesé, Claire, vous avez tout à fait raison. Qui est le profil dans le camp démocrate pour remplacer Joe Biden, qui peut potentiellement battre Donald Trump? Est-ce qu'il y en a un? Bah oui, Kamala Harris, bien sûr, la vice-présidente, mais surtout... Parce que dans les sondages, pour l'instant, elle n'est pas au-dessus de Donald Trump. Alors, elle n'a pas commencé sa campagne. Ça dépend. Et ça dépend quel sondage. Alors, moi, le dernier que j'ai vu, Ipsos pour Reuters, en tout cas, elle était 2 points derrière Donald Trump. Bien sûr, il y a beaucoup de sondages depuis 10 jours, on va dire maintenant. Certains la mettent devant. Après, ça dépend quel État. Bien sûr. En réalité, aux États-Unis, n'oubliez jamais que les sondages ne veulent rien dire, en fait. Si, les sondages veulent dire. C'est compliqué. C'est une photographie qui vous donne le vent dans quelle direction il souffle. Et là, on va avoir des sondages qui vont bondir pour Kamala Harris, maintenant qu'elle est candidate. Mais dans certains États... Quand je dis que ça veut rien dire, c'est que parfois, on peut avoir plus de voix et ne pas être élu président. C'était le cas... ça, c'est la différence entre le sondage et le vote. Mais en réalité, dans certains États, elle est maintenant en très bonne position. Je pense au Nevada, je pense à l'Arizona, qu'elle a labouré, on va dire, pendant cette campagne. Je pense à la Géorgie, où il y a un vote afro-américain très important et qui, bien sûr, sera derrière elle. Et d'ailleurs, James Clyburn, ancien numéro 3 de la Chambre, et qui tient cette communauté, on va le dire ainsi, en tout cas de son aura, lui a apporté son soutien total. C'est plus compliqué dans la Rust Belt, c'est-à-dire les États autour de la région des lacs. C'est pour ça qu'on cherche... Il y aura peut-être un colistier, bien sûr, issu du Midwest. Qui sera de cette région, qui soit Shapiro, Pritzker ou Buttigieg ou un autre. Pour vous, le ticket parfait, c'est quoi pour battre Trump-Vance?
Pour moi, je l'ai écrit aussi dans mon dernier bouquin sur la géopolitique des États-Unis, c'est Kamala Harris Buttigieg, puisque là, on a une Amérique moderne, branchée, tournée vers le futur, dans laquelle il y a plus de différence en réalité, puisque Buttigieg est homosexuel assumé et papa d'un petit garçon, et que Kamala Harris représente d'abord le vote femme. Emily's List, qui est un pacte très fort qui soutient les femmes en politique, la soutient depuis hier très fortement, et une afro-américaine. Et toutes les minorités vont se sentir à nouveau respectées, alors que jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre eux disaient on ne va pas aller au vote, il n'y a aucun des deux candidats qui nous parle réellement. Quelle est sa cote de popularité auprès des Américains ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, elle était de 40% jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la cote de Joe Biden, tout ça est logique, hein, un vice-président est à peu près à la cote de son président, et c'est en train de grimper. Avant-hier, un sondage l'a donné à 6 sur 10 sur les sondages pour les démocrates, ça fait donc 60%. Dès demain, les sondages vont vous la donner à 80, 85, voire plus, puisqu'il va y avoir un côté grégaire autour d'elle. Eh bien, je prends le pari. Dans sa manche, quel est l'atout principal et quelle est sa faiblesse principale? Alors, on va commencer par sa faiblesse principale, hein, c'est son métier. C'est d'avoir été procureur. Pourtant, ça fait un sacré slogan. Oui, mais pas chez les démocrates. En réalité, vous savez, la police, c'est jamais quelque chose qui fait sexy. Hein. Donc, son côté rigide, dur avec la loi et vouloir mettre les gens en prison, ça a beaucoup déplu. Il y a eu un événement avec la peine de mort qui lui a causé beaucoup de tort à un moment donné. Même si elle s'en est expliquée depuis, ça va revenir, vous allez voir, on va en parler très rapidement. Son point fort, c'est elle. C'est sa verve, c'est son dynamisme. Mais quand les Républicains vous disent tous les jours « Ah oui, mais vous avez vu, on la voit tout le temps rire et sourire. » Mais heureusement qu'on la voit rire et sourire. Elle est beaucoup moquée, sa façon de danser aussi. Mais justement, qu'elle soit vivante. Et elle peut utiliser ça pour son avantage. Quiconque a été aux États-Unis, et écoutez, Grégory, il en vient, il le sait très bien. Les Afro-Américains, ils sont comme ça. C'est cette verve, ils vous parlent tout à fait franchement et tranquillement. Ils n'ont pas peur de jouer avec leur corps, avec leur rire, ça fait partie de cette vie américaine aussi. Moi, je préfère avoir un candidat qui est sincère et naturel et qui donne envie, plutôt que quelqu'un qui est renfrogné et qui nous parle d'une Amérique noire, du passé, comme certains candidats peuvent l'être. Donc, c'est vrai qu'on va avoir deux chocs entre Donald Trump entre Donald Trump et Kamala Harris, deux personnalités différentes. Mais tiens, il y en a un qui va paraître très vieux tout d'un coup. Rappelons quand même qu'il a 20 ans de plus qu'elle, et ça va lui revenir en boomerang. Tout ce qu'il a pu dire sur Joe Biden, désormais, ça lui tombe sur la tête. J'imagine que d'ailleurs, vous avez vu tous ses tweets sur Truth Social, son réseau, cette nuit. Il s'en donne à cœur joie. Enfin, il passe par tous les États. Il veut être remboursé pour sa campagne qu'il a fait contre Joe Biden. Il dit que de toute façon, Joe Biden, demain matin, aux États-Unis, il va se réveiller. Il aura oublié qu'il a abandonné la course à la présidentielle. On sent qu'il n'est peut-être pas très serein, Donald Trump. Oui, en même temps, il n'a pas tort. Il y a un petit problème là, politique. C'est vrai que le choix d'un candidat qui ne passe pas par des primaires, alors que c'est la règle de sélection d'un candidat, c'est un problème politique, c'est un problème démocratique. Et on peut comprendre que les Républicains le reprochent, mais on peut comprendre encore plus que des démocrates le reprochent, en disant mais on n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix de Joe Biden, c'est lui qui s'est présenté. Et c'est une donnée qu'on ne mesure pas pour l'instant. On ne sait pas, puisque ça n'est jamais arrivé, on ne sait pas quelle va être la réaction des électeurs vis-à-vis de cela. Donc on va regarder ça de très près. C'est notre spécialiste des États-Unis aussi, Margot Haddad, qui est journaliste et qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui disait hier, c'était intéressant, CNN commençait à faire des sondages, mais sous couvert d'anonymat, auprès de ses grands électeurs, en disant alors tous saluent en gros que Joe Biden se soit retiré, mais tous ne saluent pas que ce soit Kamala Harris qui prenne sa suite. Ça, c'est une donnée à prendre en compte. Mais c'est ça, c'est le côté on vous plaque un nom et vous n'avez pas le choix. Ça, c'est, mais en même temps. Sauf qu'elle était déjà sur le ticket. Oui, elle était déjà sur le ticket. Elle n'est pas sortie de nulle part. Bien sûr, mais c'est quand même pas. Mais ceci dit, Grégory le disait, le New Hampshire, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, le Tennessee ont déjà fait voter leur délégation et ils appuient déjà Kamala Harris. Aujourd'hui, il va y en avoir d'autres. Ce soir, la grosse majorité des délégations. Ils se rangent aussi, c'est tout à leur avantage. Pourcentage de chances, selon vous, qu'elle soit pas choisie lors de la Convention démocrate? Zéro. Je crois que c'est impossible. Donnez-moi le nom d'un candidat qui va aller oser s'attaquer à une femme
afro-américaine aujourd'hui aux États-Unis dans le Parti démocrate. Ah si, il y en a un, Joe Manchin, puisqu'il a déjà annoncé il a dit qu'il était intéressé. Mais bon, Joe Parce que normalement, il est indépendant, il faut préciser quand même. Mais il veut redevenir démocrate. On va pas rire aussi. Il a même dit, puisqu'il a quitté le Parti démocrate, qu'il revenait dans le Parti démocrate. Ça va pas aller très loin. Mais personne ne va faire ça. Personne, ce serait se fusiller sa campagne, évidemment. Donc elle sert à rien, la convention démocrate, le 19 août. Mais bien sûr que ça sert. Ça sert déjà à présenter un programme. C'est très important. Ça sert à galvaniser les troupes. Ça sert à réunir tout le monde. Vous avez vu celle des Républicains qui a été formidablement bien réussie. À la fin, tout le monde il était sur rangé, un élan ensuite incroyable. Rangé par deux et Donald Trump sur un nuage. Bien sûr que ça sert une convention. C'est une grande fête qui vous donne l'espoir de gagner. La légitimité. Là, on se disait que la convention des démocrates allait être une catastrophe après celle des Républicains. Et désormais, bizarrement, là, entre 14h hier aux États-Unis et aujourd'hui, le diable est sorti de sa boîte. Je veux dire le bon diable pour les démocrates. On a envie d'y être et de voir comment ça va se passer. C'est la fête. Il y a des cotillons. On se dit oh waouh. J'ai une question très rapidement, mais sur Michelle Obama, parce que vous allez me dire, vous connaissez les États-Unis, non mais Michelle Obama, mais on en parle quand même, Michelle Obama. Elle a des sacrés résultats dans les sondages. Je suis toujours sur mon sondage Ipsos pour Reuters du 2 juillet dernier. Michelle Obama, 50% d'intention de vote contre 39% pour Donald Trump. Ah oui, ce serait la seule qui battrait Donald Trump d'une sacrée longueur d'avance. Oui, là on parle de code de popularité. C'est vrai qu'elle, vous voyez, en termes de femmes qui bougent, souvenez-vous, Michelle Obama, c'est celle aussi qui allait faire du sport à la télé, qui osait montrer ses formes, qui disait allez on y va parce que tous les jeunes doivent manger sain et doivent faire du sport. C'est ça, c'est ce côté vivant qui plaît aux États-Unis et Michelle Obama, elle représentait ça. Avant, on avait eu autre chose du temps de Nancy Reagan. C'était on se présentait à la télévision pour faire le poulet le dimanche. Vous voyez, le monde a changé. Mais en réalité, Michelle Obama ne veut pas faire de politique. Cette phrase, je l'ai répétée 500 fois, je vais la redire. Je sais que vous l'avez mise aussi très souvent à l'antenne. Barack Obama a expliqué qu'il y avait 3 choses de sûres. La mort, les impôts et que Michel ne se présentera jamais à des élections. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir accepté notre invitation ce matin sur L6. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Tout de suite on retrouve en direct de Washington Hélène Bonnet qui vous écoutez aussi j'imagine. Hélène, comment réagissent les Américains autour de vous ? Écoutez, j'ai fait un petit sondage à l'aéroport et les réactions sont unanimes. Que les électeurs soient démocrates ou républicains, c'est un immense soulagement que Joe Biden se soit désisté. Et tous pensent qu'il était beaucoup trop vieux pour rester dans la course. Alors, une électrice démocrate me disait tout de même qu'elle était un peu déçue parce que pour elle, le président, c'était avant tout un grand homme d'État. Il avait de l'expérience et ça faisait de lui aussi un bon candidat. À côté d'elle, il y avait un jeune qui, lui, était plutôt content d'apprendre la nouvelle, mais il nous disait à condition que le remplaçant ne soit pas quelqu'un qui a plus de 80 ans et que ce soit quelqu'un, au contraire, qui parle à la jeunesse. Alors, qui pour incarner ça ? Eh bien, peut-être Kamala Harris. Là encore, j'ai posé la question. Du côté des Républicains, la réaction, c'est un rejet total, voire des moqueries. Certains estiment qu'elle n'est pas assez intelligente pour faire face à Donald Trump. Et du côté des démocrates, alors là, les sentiments sont assez partagés. Un chauffeur de taxi m'expliquait que c'est au contraire une femme très intelligente, qu'elle a eu de l'expérience acquise pendant ces 4 dernières années. Ça fera d'elle une grande candidate. À l'inverse, d'autres envisageaient d'autres figures des démocrates. Vous avez cité Michelle Obama, c'est aussi un nom qu'on m'a donné aujourd'hui. Et puis, il y a 2 remarques qu'on m'a fait aujourd'hui. C'était la même, des électeurs qui m'ont dit, vous savez, on n'est pas sûr que notre pays aujourd'hui est prêt à placer une femme à la tête du pays. Merci beaucoup Hélène Bonnet en direct depuis Washington où il est déjà très tard. Vous allez pouvoir aller vous reposer un petit peu parce que vous avez beaucoup de travail. Merci Hélène.